Bonjour Pierre, Bonjour Isabelle. merci à toi d'accepter l'interview. C'est moi qui te remercie. Donc, en premier, je vais te laisser te présenter un petit peu, comme ça, voilà, les lecteurs pourront savoir qui tu es. Ok, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pierre Brûlé, je suis architecte, hein, c'est mon premier, on va dire mon premier travail. Et puis à mes heures perdues, et là c'est une vraie passion, je suis aussi auteur, écrivain, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on va dire de façon professionnelle, avec de vrais éditeurs. Donc voilà, j'ai un parcours un petit peu hétéroclite dans la littérature, c'est-à-dire que j'aime bien m'essayer un petit peu à tout. Mais j'ai commencé par du conte gothique, c'était avec l'Enfant du cimetière, et puis par la suite, j'ai écrit du roman fantastique, un peu du roman SF aussi, du thriller, du polar, du roman jeunesse, de l'horrifique. J'ai écrit aussi pas mal de nouvelles dans différentes anthologies. J'ai écrit pas loin de, je crois, 35 ou 40 nouvelles. Et puis voilà, donc j'ai à peu près aujourd'hui à mon actif, j'ai 8 bouquins, dont 2 recueils de nouvelles. Et puis il y a des choses qui vont arriver bientôt. Donc, comme les choses ont l'air de plutôt bien se déconfiner, on croise les doigts, Ouais. les salons vont revenir et du coup, les publications qui étaient en attente vont sortir. Donc voilà. Et comment t'es venue cette envie d'écrire? Voilà, ça remonte peut-être à loin. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, comme je disais, j'ai vécu une grande partie de mon enfance, presque toute mon enfance d'ailleurs, et mon adolescence en Afrique, en Mauritanie et Côte d'Ivoire. Et forcément, quand on vit dans ces pays-là, on est baigné par la magie, les sorciers, les histoires un peu étranges. Et j'étais assez influencé par ça. Et j'ai découvert ensuite, donc, quand je suis revenu en France, j'avais 16 ans, j'étais un petit peu décalé, déprimé, on va dire, parce qu'on passe d'un pays chaud où tous les week-ends on allait à la mer, c'était extraordinaire, il faisait une chaleur incroyable tout le temps du soleil. Et je suis arrivé en France, c'était en plein hiver, j'avais même pas de pantalon, juste un survêt, j'avais un petit peu froid, donc enfin, j'étais pas complètement décalé, quoi, hein. J'avais encore l'accent africain, c'était un peu étrange. Et j'ai trouvé un refuge dans les jeux de rôle, la lecture. C'est comme ça que ça m'est venu, et j'ai commencé à écrire mes premiers premiers scénarios de jeux de rôle. Et puis j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, et puis après Bilbo, et ça a été vraiment une espèce de déclic. Et j'ai commencé à écrire quelque chose. Je me souviens à l'époque, c'était un roman, mais un peu trop calqué sur le Seigneur des Anneaux, qui s'appelait L'Enfer Blanc, qui heureusement n'a jamais été publié, parce que voilà. Mais bon, c'était un premier essai. Entre-temps, j'ai aussi écrit des petits textes courts qui s'apparentent à des poèmes fantastiques. Donc c'était un peu quelque part une gestation, une préparation à ce qui allait venir. Et puis pendant presque 10 ans, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Je me suis passionné pour tout ce qui était l'architecture spatiale, parce que je suis architecte. Donc j'ai fait un diplôme sur une base martienne, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé avec des étudiants du Strat College Designer, des écoles d'architecture. Je suis même allé dans le désert de l'Utah sur des bases de simulation martienne avec la Mars Society. C'était une expérience passionnante. Et puis je suis revenu progressivement à ses premiers amours, c'est-à-dire l'envie de raconter des histoires. Et plus qu'un romancier, je me considère comme un raconteur d'histoires, mais alors toutes sortes d'histoires, parce que, comme je disais tout à l'heure, je peux écrire très bien du jeunesse, comme pour les plus grands, du fantastique, ou aussi du polar noir, donc c'est très très varié. Et donc voilà. Est-ce que bah oui, tu as été inspiré par Le Seigneur des Anneaux dans un sens quelque part. C'est ça au fait. Alors oui, alors après effectivement, j'ai pas lu que Le Seigneur des Anneaux. J'ai découvert Jacques Vance aussi, Moorcock, Philippe Cadic, Frank Herbert, pour ne citer que, Lovecraft. Donc ça a été à chaque fois vraiment une découverte de la lecture. Et ce qui est étonnant, c'est que j'étais pas du tout destiné, je pense, à devenir écrivain. Euh, J'étais pas très bon à l'école et encore moins bon en français. Et en fait, j'aimais pas lire. Tout simplement, je lisais très peu. Je lisais surtout la BD. Et il y a eu un prof qui a créé ce déclic. Je me souviens, c'était à mon retour en France. Il nous avait fait lire, je me souviens, Bilbo l'Hobbit.
un prof de français qui me fait lire de la littérature anglo-saxonne, c'était à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, c'était un petit peu révolutionnaire. Et j'ai commencé à me dire, mais putain, mais il y a des trucs vraiment géniaux. Et c'est comme ça que je me suis mis vraiment à lire. Donc, ça s'est fait sur le tard. Et c'est pour ça que je le considère toujours comme un auteur, un jeune auteur qui est encore en phase d'apprentissage. Et on le voit bien entre ce que j'ai commencé à écrire au début et maintenant, il y a quand même une évolution. Et on le voit très bien d'ailleurs avec L'Enfant du cimetière et Catacombville, qui a été écrit 10 ans plus tard. C'est une vraie évolution, mais du coup, ça marche bien parce que les personnages ont vieilli. Il y a une maturité dans l'écriture, mais aussi des personnages. Et du coup, pour une suite, du coup, ça colle bien, quoi. Voilà. Ouais, justement, l'enfant du cimetière, comment ça t'est venu cette histoire, l'enfant du cimetière, Catacombville? Alors, d'une manière générale, ça a été, à l'époque, on va dire, j'avais une sensibilité très gothique. Voilà. La magnifique ouverture de Cécile Cloveride. Excellent. Voilà. L'idée m'est venue tout simplement en me baladant à l'époque avec mon ex-compagne, mon ex-épouse, dans un cimetière. Et c'était au cimetière Père-Lachaise, parce que je vivais déjà à Paris. Et puis l'idée m'est venue comme ça, de me dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un cimetière? Je trouvais qu'il y avait moyen de raconter une histoire différente. Et pour moi, un cimetière, c'était comme un petit village. Et puis, il y avait ces habitants qu'on ne voyait pas, mais qui peut-être réapparaissaient la nuit. Et effectivement, lorsque le soleil se couche et que les gens rentrent chez eux, peut-être que la nuit appartient aux, aux esprits du cimetière et les fantômes, les spectres sortent de leur tombe et ça devient un petit village avec le maire du cimetière, le poissonnier, le boulanger, et ça devient un petit village très, très vivant. Et l'idée m'est venue un peu comme ça. Et je me suis dit qu'il serait marrant d'imaginer qu'un petit enfant, un petit bébé, du coup un vivant, se retrouve là, dans ce monde étrange, et que finalement, il va découvrir ces fantômes, ces esprits, alors qu'il est tout bébé. Et donc, pour lui, ça sera tout naturel. Il va se confondre à eux et je pense se prendre pour eux. Et donc, il va grandir avec ces esprits. Et je trouvais ça amusant de parler de la différence par ce biais, sans forcément parler, comme on parle beaucoup, et malheureusement, du racisme, des choses comme ça, du fait qu'on repousse l'étranger. Et bien là, du coup, Johan s'est senti un étranger quand il a vu et découvert le monde des vivants, quand il va être à un moment donné se retrouver sorti du cimetière par force et voir des enfants de son âge. Donc, il n'aura jamais vu de vivant parce que lui, il aura grandi avec les esprits et donc il sera un petit peu peut-être horrifié, comme si moi j'apercevais un fantôme, je serais un petit peu terrifié. Donc c'était une façon un petit peu, on va dire, amusante, peut-être poétique, de parler de la différence. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et l'idée m'est venue en me promenant au cimetière Père-Lachaise. Et je pense que de manière générale, je n'écris jamais un roman si à la base, je n'ai pas une idée un petit peu marrante, originale. Euh, et sur des thèmes parfois très, très simples, très basiques, comme l'histoire de vampires, par exemple. Il y a eu tellement de choses écrites. Anne Rice a fait des choses extraordinaires. Il y en a tant d'autres. Et d'ailleurs, j'écris une nouvelle sur le thème des vampires dans Vampire Origine, je crois, qui était sorti aux éditions Lune Écarlate en 2 tomes et qui a d'ailleurs le prix Masterton, je crois, le recueil de nouvelles. Donc voilà. Et moi, je resitue le Conseil du Vampire du coup en Afrique. Donc du coup, je suis influencé par les pays que j'ai traversés, que j'ai embrassés. Et du coup, pour moi, l'étranger, le mal, finalement, venait de l'Occident, quelque part. C'est une façon de parler de la colonisation, un petit peu comme ça, avec une pointe de fantastique, où le premier vampire va venir provoquer un petit peu des désordres en Afrique, quoi. Voilà. Bon, je ne veux pas trop raconter pour ceux qui veulent découvrir ce texte. On le retrouve dans le recueil de nouvelles Dark Run, qui est aux éditions La Clé d'Argent. D'accord. Voilà, voilà. Et
L'enfant du cimetière, tu étais influencé par un univers ou quoi? Parce que c'est vrai qu'on a vraiment, enfin, je sais pas, je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti un peu l'univers de Tim Burton. Est-ce que c'est un Alors hasard ou complètement. est-ce que... Alors c'est deux choses, c'est le mariage entre deux choses, entre le visuel du cinéaste Tim Burton, parce que bon, je ne me cache pas, j'ai une écriture très visuelle, très cinématographique. J'aime aller vite dans mon sujet sans passer par des descriptions interminables. J'ai pas mal de dialogues aussi. Et autre chose aussi, j'ai été très influencé dans l'écriture par Nine Inch Nails, par leur musique. Et ils font d'ailleurs de magnifiques ballades au piano, alors que c'est plutôt une musique industrielle, un peu gothique comme ça. Mais ils ont des morceaux extrêmement mélancoliques qui se prêtent très bien à cette univers gothique. Et donc j'écris L'Enfant du cimetière dans cette atmosphère visuelle par le souvenir des films de Tim Burton, euh, et puis par cette musique qui m'a absolument envoûté, où je visualisais complètement les personnages, les ambiances. C'était une expérience pour moi très sensorielle. L'écriture, pour moi, est une écriture très sensorielle. Hein. C'est comme si je prenais, je sais pas, une drogue ou j'en sais rien. Enfin, je le vis vraiment de façon viscérale. C'est très puissant. Et ça passe par ce vecteur de la musique. Et par exemple, pour Incursion, qui était du coup un mélange de genres, un thriller d'anticipation, avec saupoudré de fantastique, j'ai écrit en écoutant la BO de Blade Runner, parce que c'était un futur proche, un thriller, et donc je voulais retrouver ces couleurs, ces atmosphères, ces odeurs qu'on devine dans Blade Runner. Et voilà, donc j'écoute toujours en boucle, comme ça, des morceaux quand j'écris. Je ne peux pas écrire sans musique, c'est pour Ah, moi. Voilà. si tu as du silence total, c'est pas possible, quoi. T'écriras pas. Ah, oui, je peux, mais disons que comme j'écris un peu partout et souvent dans mes déplacements, le train ou quand je vais en week-end ou pour des salons, je prends mon ordinateur et pour me couper du monde, pour me créer une bulle, je mets mon casque et du coup, voilà, je peux tout de suite écrire parce que sinon, il y a toujours des bruits parasites qui font qu'on regarde à droite à gauche et c'est difficile de se concentrer. Hein. Voilà. Ouais. Et c'était prévu, ben, je suppose que je peux le dire, qu'il y aura un troisième tome qui est prévu Absolument. bientôt. On peut même dire, même parler du titre, ça s'appellera Les naissances fantômes, donc qui est la suite de Catacombville. Donc l'histoire est finie d'être écrite, ça y est, les corrections, tout ça est quasiment fini. Il y a encore Cécile qui doit terminer la couverture. Les illustrations sont terminées, mais alors elles sont d'une beauté. Là, Cécile s'est surpassée. C'est magnifique, vraiment, c'est sublime. Et puis, on a beaucoup retravaillé la fin, parce que moi, pour rien vous cacher, j'avais pensé à autre chose. Et puis, avec Mickaël, on s'est dit que ça serait bien de faire peut-être un peu différemment. Mais voilà, donc, comme toujours, j'aime bien travailler mes fins, comme L'Enfant du cimetière, où la fin est assez originale, sachant qu'à l'époque, j'avais imaginé qu'un seul tome. Et puis, de fil en aiguille, il y avait quand même des questionnements sur la mère de Johan, sur est-ce que les spectres pourraient revenir, tout ça. Donc, ça a motivé l'écriture 10 ans plus tard de Catacombville. Mais dans Les naissances fantômes, là, on a des sujets qui étaient à peine effleurés dans L'Enfant du cimetière et un petit peu esquissés dans Catacombville. Là, on va avoir des réponses. Alors, je ne peux pas trop en parler. Et puis donc voilà, c'est vraiment le dernier tome. On termine les aventures de Johan. Et puis j'espère que les lecteurs aimeront. C'est vrai que c'est toujours une inquiétude. Hein. Déjà Ouais. pour Catacombie, j'avais extrêmement peur parce que Ah, oui. euh, écrire une suite, déjà, bon, il faut avoir l'idée. Et puis l'idée m'est venue quelques années après. Et c'est vrai que c'était assez marrant. Mais c'est surtout, je ne voulais pas décevoir, surtout qu'il y avait une attente. Et quand on reprend un roman, une suite 10 ans après, bah, nous-mêmes, on grandit, on a écrit d'autres choses. Et c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai eu un peu la peur au ventre de m'y mettre. Même si le corps du récit, la structure était là, donc je pouvais y aller, mais j'ai mis quand même quelques mois avant de me lancer. Et puis après, une fois que
que j'ai commencé à écrire, c'est venu tout seul, en fait, hein, c'est venu assez vite. Et on replonge dans c'est très étrange parce qu'on replonge dans cette atmosphère, dans cet esprit qu'on avait il y a 10 ans. Et ouais, on redevient un gamin, quoi. C'est étonnant. Et on reprend, on réécoute les mêmes morceaux. Et la magie opère, quoi. Voilà. Et maintenant, ce sera vraiment une trilogie. Alors, on peut le dire, c'est C'est une fini, la trilogie, il n'y en trilogie. aura pas d'autres. Voilà. Euh, Peut-être que j'écrirai d'autres choses après pour la jeunesse plus tard. J'ai quelques idées. Parce que c'est vrai que c'est un style qui me plaît bien, où je suis à l'aise. Voilà, mais là c'est encore un peu tôt pour en parler. J'ai d'autres choses sur le feu qu'il faut que je termine. Voilà. Et à part justement l'enfant du cimetière, tu peux nous parler un peu donc de ce que tu as écrit, de ce qui est édité entre guillemets. Parce que bon, je sais qu'il y a Alors, des. alors il y a, disons, j'ai sorti juste après l'enfant du cimetière, qui était en 2010, Le Manoir aux Esprits, qui est là du coup un roman fantastique, plus pour adolescents adultes. Et donc le livre est en rupture de stock, il m'en reste quelques-uns, mais l'éditeur n'existe plus. Donc je suis en discussion donc, avec SEMA pour pouvoir le rééditer, du coup certainement en format poche. Je crois que Ah Mickaël oui. en a longuement parlé sur ce format-là. J'ai sorti aussi, toujours à l'époque, c'est JPL, un roman de dark fantasy, Magma, un roman très original, un espèce de one-shot, un univers entre, on va dire, c'est une espèce d'univers de fantasy très sombre, avec une pointe de technologie, mais dans l'esprit un peu de Mad Max, comme ça, Ah ouais. avec un monde très désertique. Et c'est marrant parce que ce roman est venu suite à l'écriture d'une nouvelle qu'on retrouve dans le recueil Noël d'Arkrun. J'ai voulu développer cet univers parce que c'est un univers extrêmement original, que j'espère republier bientôt aussi. Il y a encore un travail à faire, un gros travail à faire, parce que j'aimerais étoffer le livre. Et ce livre est très original. Et les gens qui l'ont lu, j'ai eu un retour extrêmement fort là-dessus. Alors j'écris aussi donc Incursion, qui est donc un thriller futuriste, avec un peu saupoudré de fantastique, qui là aussi peut-être ressortira bientôt. Il y a eu Le Repère du Loup, qui est un recueil de nouvelles, de 3 nouvelles seulement, mais la nouvelle centrale, c'est la réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge. Ah ouais. Donc j'ai imaginé l'histoire se passant à la Seconde Guerre mondiale, où finalement le grand méchant Luce est un chef nazi. Et j'ai voulu montrer l'horreur de la guerre à travers le prisme de la jeunesse, où par exemple la petite fille de 8 ans, le personnage un peu principal, voit par la fenêtre de sa chambre des bombardements la nuit, et elle croit que c'est des feux d'artifice, donc elle est émerveillée. Voilà. Donc ça montre par ce biais l'horreur de la guerre. Donc c'est une écriture très presque naïve, parce que je l'écris à travers le regard de cette fillette. Mais c'est un roman difficile, c'est une nouvelle difficile, c'est-à-dire que ça dit beaucoup de choses sur l'horreur, sur le sacrifice. Moi, j'ai des gens qui l'ont lu, qui ont dit, qui ont pleuré, quoi. Et ça parle de choses très difficiles. Mais sans description d'horreur, sans hémoglobine. Donc, je pense qu'un enfant, un jeune enfant le lira, ne verra pas les choses que verra un adulte. Donc, il y a un peu de lecture. C'est un peu comme Le Petit Prince, sans me mettre au niveau du Petit Prince, évidemment. Voilà. Et donc, il y a Dark Run, ce recueil de nouvelles, de 15 nouvelles fantastiques publiées aux éditions La Clé d'Argent. 15 nouvelles, donc il y en a, je crois, 12 qui étaient publiées dans différentes anthologies et 3 inédites. Et puis ce polar qui s'appelle Les corps tombés du ciel, c'est un polar noir. C'était une commande à l'époque de Sébastien Mousse pour sa série, c'est un peu le principe du poulpe, pour sa série L'Embaumeur. Ah oui. C'est une espèce c'est le principe un peu ouais, c'est ça, des San Antonio, le poulpe, à la différence que pour chaque roman, il y a un auteur différent, mais il y a une Bible à respecter. C'est un peu comme un James Bond, hein. À chaque fois une Ouais. histoire, ça se suit plus ou moins, et il y a des personnages récurrents. Donc voilà, ça a été pas simple parce que écrire du polar, c'est une autre façon de faire. Et j'en parlais à l'époque avec Sir Cédric, qui s'est mis, qui est passé de la nouvelle et du roman fantastique au thriller, qui était à l'époque du thriller fantastique, et puis qui a basculé progressivement à du thriller plus classique.
Et il m'avait dit qu'il en avait chié, quoi, et que pour son premier roman, étonnamment, qui s'appelait L'enfant du cimetière aussi, Ouais. mais mon compte était sorti avant, hein, donc voilà, pour pas qu'il y ait voilà, de sujet. Et il m'avait dit, tu sais, ça a été difficile pour moi. Effectivement, le roman, je l'avais envoyé et j'ai dû le réécrire aux trois quarts. Et je me souviens, Sébastien Mousse m'avait dit, Pierre, tu te sens capable de réécrire l'histoire parce que, écoute, c'est bien, mais il y a un peu trop de fantastique et il faut vraiment être dans du polar. Mais du coup, je l'ai réécrit aux trois quarts. J'ai trouvé comme une astuce pour parler de fantastique, avoir cette intrigue du fantastique sans qu'il y ait du fantastique. Donc le roman a la couleur, l'odeur, la texture du paranormal, mais à la fin, tout s'explique. Et là, il a hésité, il dit, bah, écoute, ouais, ok, c'est bon, ça marche, on reste dans du polar. Et du coup, le roman a eu vraiment un succès critique et quand même, comment on va dire, il a trouvé son public. Et puis le bouquin a été racheté par French Pulp. Donc on connaît, hein, ce qui se passe avec French Ouais. Pulp en ce moment, c'est génial. On Donc va c'est un pas. peu dommage. Voilà, donc bon, j'espère que Sébastien va reprendre la série et puis pourquoi pas le rééditer. Et je serais prêt même à collaborer avec lui parce que c'était intéressant. Et voilà, donc là pour les romans sortis, et puis il va y avoir bientôt d'autres choses. Donc voilà. Tu peux rien nous dire sur ce qu'il va avoir bientôt. Alors si. Alors bah, Les Naissances fantômes, la suite directe de Ouais. Catacombes, qui va terminer la trilogie de l'Enfant du cimetière. Et puis il va y avoir, là ça on peut le dire parce que c'est sur le site des éditions Luciférine. J'ai écrit aussi j'aime bien faire des réécritures comme ça. J'ai écrit un roman sur, et c'est pas simple parce que c'est un conte musical, Pierre et le loup. Ah ouais. Donc c'est une réécriture de Pierre et le loup, du conte musical de Prokofiev. Et ça avait été, j'en avais discuté avec Barbara Corday des éditions Luciférine, et elle m'a dit, bah, écoute, tu devrais essayer, pas de souci, mais bon, l'histoire est un peu courte, il ne se passe pas grand-chose, c'est Ouais. sympa musicalement, voilà, bon. Puis j'ai trouvé des idées. Du coup, c'est un roman un peu plus sombre qui va rester pour la jeunesse, jeunesse, adolescent, et puis pour les plus grands. Donc je pense que les personnes qui ont bien aimé L'Enfant du cimetière pourront s'y Ouais, retrouver. voilà. Et du coup, là, il y a un contexte historique quand même, parce que j'ai resitué l'histoire en Bulgarie, parce que ma compagne est bulgare, et puis j'étais absolument charmé par ce pays, par ces villages dans les montagnes. Il y a un côté extrêmement vampirique, c'est assez extraordinaire. Et le rôle du grand-père est très important. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé des astuces pour parler du canard, pour parler de l'oiseau, sans, comment dire, être dans le côté très naïf. Euh, voilà. Et puis je parle aussi de l'invasion des Turcs. Enfin, il se passe beaucoup de choses, et du coup, ça devient un roman assez étoffé. Et je parlerai aussi d'autres choses, notamment d'une voyante aveugle qui est très connue, Baba Vanga, qui a existé. Et du coup, je l'ai introduit dans ce roman pour apporter un petit peu pour l'étoffer un peu, pour apporter un peu on va dire, d'aventure à cette histoire. Donc, le roman devait sortir en mai, mais là, je crois qu'il va être repoussé, je pense, pour l'année prochaine. Ouais, il y a beaucoup de recours. Voilà, et les illustrations vont être magnifiques. La couverture, elle est topissime, je ne vais pas trop en parler. Et parallèlement à ça, j'ai 2 recueils de nouvelles, parce qu'entre-temps, j'ai publié pas mal de textes, dont un qui sortira à la Clé d'Argent, et puis un autre aux éditions Éleusis, qui avait sorti le Repère du loup, avec la superbe illustration de Little Jinko, et puis ces illustrations couleurs intérieures qui sont absolument magnifiques. Donc ça sera aux éditions Éleusis. Et là, j'espère que ça sortira donc en fin d'année. Voilà. Ah oui. Ça fait, vous voyez, il y a quatre bouquins là qui doivent sortir, donc ça fait un petit peu. Et puis Ouais. peut-être 2, 3 nouvelles dans des anthologies qui devraient paraître bientôt, mais là, il faut attendre encore un petit peu. On aura de quoi Et te découvrir. voilà, et un roman en cours d'écriture, et c'est pas simple parce que on sait très bien que quand un roman est terminé, il y a des allers-retours
constant entre l'éditeur, les correcteurs, c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est nécessaire. Et merci Mickaël et Denis qui me font souffrir sur la trilogie L'Enfant du cimetière, mais c'est un mal qui s'est avéré gratifiant puisque le résultat est là. Les romans sont quand même plutôt aboutis. Mais c'est un vrai travail. Hein. Il faut savoir que les corrections, on passe autant de temps que pour écrire un livre pratiquement. Hein. Mais c'est nécessaire. Et d'un éditeur à l'autre, c'est différent les corrections, ou tu sens qu'il y a un éditeur plus Oui, exigeant? alors, absolument. J'ai eu le cas dans le passé où j'avais très très peu de corrections et ça s'est ressenti dans les publications et c'est bien dommage. En général, au minimum, il y a une passe, voire deux. Après, on a des éditeurs qui aiment bien vraiment faire les choses de façon léchée, comme les éditions SEMA. Et c'est vrai qu'il y a facilement 4 voire 5 correcteurs hein, dessus. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et puis, effectivement, l'éditeur, après, a son mot à la fin. Il fait une dernière relecture pour voir si tout est bien, s'il n'y a pas de petite incohérence. Parce que tu sais, quand on est. Alors, déjà, quand on est auteur, quand on est dans un roman, on a du mal à avoir ce recul nécessaire pour voir les coquilles, peut-être des incohérences de situation, de temps. Et puis pareil, une fois que le correcteur est dedans, il est tellement dedans qu'il faut après un autre œil extérieur pour pouvoir voir une vision globale quand les corrections sont achevées. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Il se passe souvent 6 mois, hein, 6 mois de correction, quoi, d'aller-retour. Quoi. Et comment ça s'est passé? Tu as rencontré, parce que L'Enfant du cimetière, je crois qu'il avait déjà été édité avant SEMA. Là, oui. Donc Alors, comment tu as rencontré SEMA? L'enfant du cimetière, je peux dire comme ça, c'est une histoire d'amour. Hein. Alors, à l'époque, il était sorti, la toute première édition, c'était en 2007. Et à l'époque, je ne trouvais pas d'éditeur, évidemment. C'est très dur hein, quand on commence. Ouais. Et à l'époque, il existait une plateforme qui s'appelait lulu.com. C'était pratiquement les premiers à sortir de façon numérique des livres. C'était de l'impression à la demande. Donc, ce n'était pas un éditeur, mais plus un imprimeur. Mais Ouais. l'avantage, c'est qu'on fixait le prix du livre. Le coût de fabrication coûtait entre 6 et 7 euros. Et j'en commandais 5 ou 10. Et je les vendais comme ça, via la plateforme. C'était avant Facebook, c'était MySpace. Ouais. Et donc, j'avais fait la mise en page tout seul. Donc, du coup, j'ai quand même beaucoup appris un peu comme ça sur le monde un peu de l'édition, hein, comme ça. La couverture, c'était une photo faite par un ami. J'avais fait tout le montage et j'avais vendu par MySpace et puis par mes tout premiers salons. Et mine de rien, j'en avais vendu quand même par correspondance 300 exemplaires quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, j'ai attiré, je me souviens, c'était pour Encre de sang, c'était un des premiers salons de livres fantastiques sur le thème des vampires, au musée des vampires de Jacques Sirjean. Après, c'est pratiquement à Paris, hein, c'est à Port de Lille, c'est à Les Lilas. Et je m'étais venu avec mes petits livres imprimés. Et, je me souviens, j'avais vendu les 10, les derniers 10, tout était parti. Les gens trouvaient ça sympa, l'enfant du cimetière, conte gothique, waouh. Et je me souviens, il y avait Jacques Sirjean qui dit, tu sais, tu devrais rencontrer Jean-Marie. Il a monté une maison d'édition qui s'appelle JPL, juste pour lire à l'époque. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et Jacques connaissait Cécile Cloveride, qui était une illustratrice à la base, on va dire, qui était plus dans la tendance, on va dire, un peu fétiche, avec ses personnages un peu enfantins, poupées. Et il dit, elle devrait faire la couverture. Du coup, la couverture qu'on voit chez SEMA, c'est la couverture qui a été faite initialement chez JPL en 2010. Voilà. Ah ouais, On n'a d'accord. pas changé, on l'a gardé dans son jus, ainsi que les illustrations intérieures. Le livre a extrêmement bien marché. On a sorti à l'époque, je crois, autour de 3000 exemplaires, ce qui à l'époque était vraiment énorme. Hein. Et une diffusion en FNAC, tout ça. Et malheureusement, l'éditeur a disparu. Malheureusement, Jean-Marie est parti brutalement d'un cancer. Ça a été pour moi, c'était Ouais. devenu un ami. C'était vraiment des moments difficiles pendant 2 ans. Voilà, on peut voir. Elle est magnifique, c'est ma préférée. Hein. Elle est superbe. Mais tu verras, pour les naissances fantômes, elles sont sublimes, les illustrations. Et donc, je me suis retrouvé avec, j'avais plus stock, les livres continuaient à se vendre. Et j'ai démarché plusieurs éditeurs. Et
Et puis, je peux remercier aussi Frédéric Livens, qui est très copain avec Mickaël, et puis qui publie beaucoup chez SEMA. Je lui ai dit, tu devrais publier L'Enfant du cimetière. Je l'avais vu à l'époque, j'avais adoré. Et Mickaël, je crois qu'il hésitait un petit peu au début, parce que les livres qui avaient déjà fait leur chemin ont du mal, comme ça, à ressortir ou en format poche. Mais à l'époque, il n'y avait pas de format poche. Et moi, j'ai dit à Mickaël, tu sais, moi, mon livre, pendant des années, continue à se vendre. Et j'en avais encore un peu, mais là, j'en ai plus. Donc, voilà. Il dit, bah, OK, on va tenter le truc. Et je lui ai vendu sur le fait que, écoute, moi, je te vends l'idée que j'en ferai une suite, peut-être un troisième. Ah, bah, OK, dans ces cas-là, ça va enrichir le truc. Ça, voilà, OK. Et donc, le livre est sorti. Et puis, je crois que 2-3 mois plus tard, rupture de stock. Mickaël est surpris, il dit, bah, écoute, on va en rééditer. Et puis, on est, je crois, à la troisième réédition. Donc, le livre marche Ah super ouais, bien. Donc, super. on lance un Catacombville. Il était déjà, je crois, écrit. Et à l'époque, il était question d'arrêter les trilogies. Donc, Mm. il m'a dit, écoute, pour le troisième tome, je ne suis pas sûr de le sortir parce qu'on arrête les trilogies. Mais si Catacombville marche, on fait la trilogie. Catacombville a plutôt bien marché. Ouais, je pense. Voilà, et le retour était très positif. Certains ont même préféré L'Enfant du cimetière. Donc, du coup, ça a été vraiment pour moi un moment, enfin, j'étais assez ému. Du coup, là, ça pousse la barre très haute pour les derniers tomes. Donc là, j'ai vraiment mis toute mon énergie pour aboutir cette trilogie. Donc voilà, j'espère que ça, ça marchera, qu'il trouvera son public. Tout ça pour dire que L'Enfant du cimetière, oui, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 2007. Donc ça fait quand même 13 ans. Et le livre continue à trouver ses lecteurs, ses nouveaux lecteurs. Il marche toujours. Et c'est étonnant parce que même depuis SEMA, le livre continue à marcher, voire même peut-être mieux. Donc je ne peux pas expliquer ça. Il y a un côté un petit peu intemporel. C'est peut-être qu'il y a ça, et ça parle de choses universelles. Et puis, il n'y a pas vraiment, je ne situe pas de date. La ville n'est pas définie. C'est un cimetière quelque part dans une ville. Il n'y a pas vraiment d'époque. À un moment donné, si on devine qu'on est plutôt au début du XXe siècle, parce qu'il y a une Ford T, il y a une voiture. Voilà. Mais il y a très peu d'éléments. Donc, oui, c'est une histoire peut-être intemporelle, voilà, et qui parle de valeurs humaines, je pense. Voilà, c'est un roman plein de tendresse, même si ça parle d'esprit, de fantômes, de tombes, c'est pas une histoire qui fait peur. Voilà. Puis au final, j'ai l'impression que c'est un roman qui va être lu différemment par un plus jeune, enfin par, je sais pas à partir de quel âge un enfant le lirait, parce que bon, le Ah mien, ben, il n'est pas très lecture, mais alors, j'ai l'impression que entre quelqu'un qui est adulte et un plus jeune, il sera lu différemment en fait. absolument, tout à fait, Isabelle. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le livre, un peu comme on disait, il est destiné aux 7 et aux 60, jusqu'aux 77 ans. Et ma plus jeune lectrice avait 6 ans. Ah ouais. Et son père était éditeur, voilà, et elle avait fait une fiche de lecture, elle avait adoré le livre, et elle était venue me voir à un salon, elle avait fait une photocopie. Voilà, monsieur, j'ai lu Oh. votre livre, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait une fiche de lecture et j'aimerais vous poser quelques questions. Elle a 6 ans, la gamine, 6 ans. J'étais complètement sur le cul. Et puis mon plus vieux lecteur, je crois, il doit avoir 80 ans. Pareil, Ah ouais, waouh. ah ouais, et j'avais une dame qui l'avait lu aussi, qui avait 70 ans, qui avait vraiment beaucoup aimé. Donc, en fait, il y a pas de, je ne peux pas situer le livre, même si à l'origine, le livre était destiné peut-être à la jeunesse, à partir de 8 ans. Et donc, voilà. Et après, il faut avoir une sensibilité un peu gothique, il faut avoir garder son âme d'enfant. Et voilà. Après, il y en a qui n'ont pas aimé, hein, qui s'attendaient peut-être à quelque chose de beaucoup Ouais, voilà. peut-être plus sombre, plus gore, j'en sais rien, mais toujours est-il que, voilà, je ne peux pas le dessiner à vraiment un public maintenant, parce que l'expérience a montré qu'au fil des années, que ça touche vraiment tout le monde, pour peu qu'on ait cette sensibilité-là. Et un peu comme les films de Tim Burton d'ailleurs, hein, Ouais. ou Walt Disney par exemple, le Roi Lion par exemple, ben, oui, moi j'ai adoré, et je l'ai revu encore, je trouvais ça génial. Et puis les enfants adorent, donc voilà. Donc, mais c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que
j'ai écrit d'autres choses très différentes et le public n'était pas forcément là ou plus tard. Et donc, c'est des choses vraiment qui viennent comme ça. Voilà, Et beaucoup de lecteurs t'ont découvert donc avec cet enfant du cimetière dans le fond, ou avec autre oui, chose. alors, non, ça dépend en fait. Certains m'ont découvert par d'autres lectures, par le recueil de nouvelles par exemple, ou par le polar. Mais c'est vrai que les gens qui aiment le polar vont pas trop aimer les contes gothiques par exemple. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai un public très. C'est vrai que j'aurais pu jouer la carte au début de faire que du conte gothique et d'avoir un public fidèle qui me suit, s'attend toujours à ce type d'histoire, mais j'aime bien multiplier les expériences parce que je m'ennuie très vite. Et voilà quoi. Mais j'ai cependant quelques lecteurs qui me suivent et qui lisent tout, quoi, hein. Voilà, mais bon. Mais après, c'est un choix, hein. Moi, je crois que la vie est courte et j'ai envie de vivre des expériences. Voilà. Mais là, c'est vrai que je reviens à des choses que j'ai aimées. Et c'est vrai que le roman jeunesse, c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà. Bah, moi, je découvrais une autre de tes facettes, en tout cas, parce que bah, voilà, j'ai aimé L'Enfant du cimetière, j'ai aimé Catacombville, après, c'est tout ce que j'ai lu. Et, bah, je lis un peu de tout, donc voilà, c'est vrai Voilà. que je découvrirai une autre de tes facettes, parce que bah, voilà. En plus, j'aime bien les auteurs qui ont plusieurs faces. Je trouve ça Alors, sympa. c'est vrai que si le Manoir des Esprits est republié, je pense que tu ne seras pas trop, on va dire, perdu parce qu'on retrouve des univers un peu, cette sensibilité un petit peu burtonien. On parlera de manoirs hantés, enfin de maisons hantées, de choses comme ça, d'esprits. On est toujours dans le thème des fantômes, des spectres, avec une intrigue un peu plus poussée, hein, on va dire, et avec beaucoup d'aventures, parce que dans le Manoir d'Esprit, on voyage beaucoup, avec une intrigue un peu à la Da Vinci Code parfois, et puis du roman d'aventure un peu la Indiana Jones, parce qu'on voyage beaucoup, et puis il y a des moments d'action, de rebondissement, avec une fin un peu particulière, mais voilà. Mais avec un style déjà un peu plus dessiné pour les adolescents et adultes, hein, voilà. D'accord. Et sinon, il y a un personnage en particulier dans tout ce que tu as écrit auquel tu t'identifies plus que les autres, en fait? Euh, non, pas vraiment. Ou tu Euh, t'identifies un peu à tous ou... ouais, en fait, j'ai pas du tout ce côté comme ça de mimétisme ou absolument pas. J'ai vraiment, en fait, quand j'écris, j'ai un œil de spectateur. C'est ça qui est étonnant. C'est que même si ma trame est déjà bien élaborée avant d'écrire, parce que j'aime savoir où je vais, on parle des écrivains architectes et des écrivains jardiniers. Mm, Moi, je suis plutôt un écrivain architecte, on va dire comme ça. En plus, je suis architecte. Bon. J'aime bien structurer. mm. Euh, et donc, je ne sais plus de quoi je parlais. C'était quoi ta question? J'ai perdu le fil. C'était quoi ta question? Est-ce que tu t'identifies à un personnage en principal ou Ah pas? oui, alors voilà. Non, parce que comme je mets en place l'intrigue, et comme j'ai une approche et une immersion très visuelle, très sensorielle, je suis un peu spectateur de ce que j'écris, de ce que je vais créer. Donc, en fait, non, je peux pas, en fait, hein. J'accorde autant d'importance à des personnages secondaires qu'aux protagonistes. Euh, voilà, donc non, non, je n'ai pas du tout cette incarnation-là. Par contre, il m'arrive de m'inspirer de gens que je connais pour un peu étoffer, épaissir les personnages. Je l'ai fait beaucoup avec Incursion. Je le fais là dans un prochain roman que j'écris. Et je trouve que ça, effectivement, ça donne de l'épaisseur, hein. Donc voilà. Donc, pas vraiment d'identification spécifique ou voilà, sur un personnage. Voilà. Et il y a certains romans qui sont en cours en rupture de stock que tu as encore chez toi et que donc les lecteurs peuvent te contacter ou... Absolument, oui. Ben, alors, je crois que le Manoir Esprit doit m'en rester un ou deux.
malheureusement, mais bon, il devrait être réédité. Il me reste très peu de Magma, c'est pareil, hein, c'est des bouquins malheureusement Mm. qui sont plus. Alors on peut les trouver en occasion sur Amazon, voilà. Mais sinon, la plupart, les autres, alors là, c'est pareil, hein, j'ai pas beaucoup de chance. Hein, Incursion, l'éditrice et les éditions La Madolière ont fermé. Voilà. Ouais. Mais sinon, par exemple, Le Repère du Loup, oui, on le trouve. Hein, on peut le trouver, on peut le commander chez son libraire préféré. Et puis toute la série de l'Enfant du cimetière, on le trouve. Ouais. Dark Run, évidemment, on le trouve aux éditions La Clé d'Argent, qui existe depuis près de 40 ans. Hein. C'est un éditeur Ouais. qui existe depuis près de 40 ans. Donc, je suis vraiment très fier d'avoir travaillé avec eux et effectivement, j'ai d'autres choses qui vont sortir. Mais globalement, on peut les commander soit chez l'éditeur s'il existe toujours, et puis sinon sur Amazon, hein, on finit par trouver. Hein. D'accord. Et sinon, est-ce que tu as des autres passions un peu que l'écriture? Oui, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire. Entre le travail, la vie de famille, les salons, l'écriture, la lecture, et j'en passe. J'essaie de me mettre aussi un peu au sport, mais enfin, c'est pas facile. Une autre passion, vraiment, ça, c'est un secret pour personne. Je suis passionné par le spatial, par tout ce qui est exploration martienne. Et j'ai fait mon diplôme de fin d'études, j'ai fait une base martienne. Et j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai travaillé avec des étudiants du Strat Collège. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'étais dans une base de simulation martienne, un peu comme Thomas Pesquet dans l'ISS, mais là c'est sur Terre, sur des bases de simulation. On était en scaphandre pendant 3 semaines. C'était filmé à Ouais. l'époque par France 2 pour Envoyé spécial. Donc j'ai eu mon petit quart d'heure de bois, on va dire. Et j'ai écrit aussi des bouquins avec Olivier Alter qui m'a accompagné dans ces expériences. On a fait un carnet de voyage illustré par Olivier et coécrit avec moi. Et j'ai participé aussi à Embarquement pour Mars. C'est un ouvrage de vulgarisation scientifique écrit par une quinzaine d'auteurs, donc des généticiens, des médecins aéronautiques, agroalimentaires, et puis il y a une partie architecture spatiale que j'ai écrite. Et c'était un énorme succès. C'était le plus gros tirage, je crois, enfin, plus gros succès pendant 2-3 ans de vulgarisation scientifique sur la planète Mars. Chez la FNAC, ils en sont à la 3e édition. Ah ouais. Et je crois qu'ils sont à 6 000 exemplaires, ce qui est quand même beaucoup hein, pour ce type d'ouvrage. Voilà, donc mais là, malheureusement, j'ai plus le temps de travailler là-dessus. Peut-être à la retraite, mais on ne peut pas tout faire et écrire. Mais c'est vrai que tout ce qui est le domaine de l'exploration spatiale, se dire que peut-être il y a eu la vie dans d'autres planètes, ou peut-être il y a encore des micro-organismes qui peuvent subsister, peut-être même dans le système solaire, ça me passionne. Voilà, ça me passionne. Voilà. Ben, on va terminer par un petit portrait chinois, ça te tente? Oula, je ne suis pas préparé. Allons-y. Si tu étais un personnage de BD. Ah bah, du coup, un personnage qui me ressemble, trait pour trait. C'est le personnage, je n'ai plus son nom, c'est dans l'Incal de Moebius. Le personnage principal, il a à peu près mon âge, bon, peut-être un peu plus jeune, mais on se ressemble physiquement. Il a mon gros pif, mes cheveux longs, la queue de cheval, blond, et donc ça serait ce personnage-là. Voilà. Pourquoi pas? Parce il est assez gaffeur et il se retrouve mêlé dans des histoires incroyables. Et j'aimerais être ce personnage. Ouais. Un poète. Ouais, voilà, quelque part. Enfin, là, c'est un poète maladroit, on va dire. Mais si tu étais Ah, un pardon, poète. excuse-moi. Si j'étais Si un tu... poète, oula, ou si j'étais un poète, eh ben, je dirais peut-être Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, parce que j'ai adoré ce qu'il a écrit, sa poésie, ses romans. Ouais, c'est le poète à la main coupée. Voilà, je dirais lui, parce que c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait voyager, et j'adore voyager, donc voilà. Si tu étais un personnage de dessin animé. Oula, si j'étais un personnage de dessin animé, je sais pas,
Il y en a un que j'aimais bien, ça va te faire rire, il y avait une série tu parles pour un dessin animé, hein, c'est ça? Ouais. Il y avait une série, heu, comment ça s'appelait déjà? Zut, sur un petit personnage viking. J'ai oublié son nom d'ailleurs. C'est Hey Viking, Hey, quelque chose comme ça. C'est un petit personnage viking qui part avec sa famille viking. Ils vont explorer, ils vont batailler et ils se trouvent dans une situation pas possible. Et à chaque fois qu'ils se grattent le nez, ils trouvent une idée pour s'en sortir. Et ouais, pourquoi pas. Ou sinon Tom Sawyer. Ouais, tiens aussi, Tom Sawyer, c'est pas mal. Ah ouais, Tom Sawyer. Voilà. Si tu étais un chanteur, Je crois que j'aimerais bien, et j'ai toujours voulu être ce personnage. Enfin, ce personnage, oui, c'était un personnage. J'ai eu ma période, on va dire, très Doors. Je dirais Jim Morrison. Ah ouais, à fond, ah, à fond. bienvenue au club. Je rêve de retourner à cette époque-là et de pouvoir Et assister à un concert. c'est incroyable, tu me croiras si tu veux, mais je les ai vus en concert. Oh. Alors, évidemment, il est mort, Jim Morrison, en 71. C'était le jour de ma naissance, l'année de ma naissance. Et quand j'étais étudiant à Rouen, je me souviens, je me baladais, et à l'époque, j'étais à fond dans les Doors, complètement dans les Doors, jusqu'à mettre un pantalon en cuir, tout ça. J'étais à fond dedans. Et puis je me balade, je vois un mec qui vend à la sauvette comme ça des tickets, ouais, les Doors en concert, dans une surface commerciale qui était semi-enterrée à Rouen. Je me suis dit, quoi, ces conneries. Je prends, c'était à l'époque 10 francs. Donc, et j'entendais du bruit. Et je vais voir, et il y avait Robbie Krieger, Ray Manzarek, et le chanteur, c'était le chanteur de The Cult, qui chantait Jim Morrison, qui le remplaçait. Donc voilà. Donc, et j'ai assisté à un concert des Doors. Sans Jim Morrison, mais il y avait quand même Ouais. le guitariste, Gorgis, qui était là. Et je me souviens de Rider on the Storm. Le morceau, Rider on the Storm, le morceau durait près de 25 minutes. J'ai vécu ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo numérique, tout ça, je n'ai pas pu l'immortaliser. À tel point, je me suis dit, est-ce que je n'ai pas rêvé tout ça? J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai retrouvé qu'à cette époque-là, effectivement, ils étaient passés à Rouen. Ouais, j'imagine ça doit être. Ah, c'était énorme. Et Ray Manzarek jouait mieux qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il avait une maîtrise de la guitare exceptionnelle. Exceptionnelle. Et si tu étais une chanson, finalement? Alors, alors par contre, en chanson, ouais, je sais, je suis un peu fatigué ce soir, donc je ne trouve pas mes mots. Pas de souci, Pierre. C'est une chanson que j'adore, qui a été reprise par Nine Inch Nails. Je ne trouve plus le nom, c'est une ballade. Je ne me rappelle plus de la ballade. Je ne me rappelle plus de la ballade, je suis désolé du nom. Et ça avait été repris à l'époque, et c'est pareil, je ne retrouve plus le nom, je ne sais plus. Enfin, bon, c'est une ballade qui est une reprise de Nine Inch Nails, et oh, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom. Ça va me revenir peut-être à la fin. Je te dirai à la fin. Voilà. Mais en tout cas, je te dirai plus tard, mais je ne sais plus. Je sais plus. Mais j'ai ce morceau-là en tête. Voilà. Et si tu étais une série? Si j'étais une série, oh là là, il y en a tellement. Il y en a tellement, c'est difficile. Surtout en ce moment, j'en ai vu des belles sur Netflix. Si j'étais une série, je ne vais pas dire Games of Thrones parce que c'est forcément absolument génial. Mais c'était cette série avec Penny Dreadful. Ah ouais. C'était un peu au début, je ne sais pas si tu connais cette série. J'en ai plein qui viennent en tête, mais Penny Dreadful, c'était pour moi, ça a renoué pour moi avec mes amours sur les séries.
Bon, à l'époque, il y avait X-Files, Ouais. il y avait comment, la série de David Lynch, que j'avais adoré aussi. Mais là, Penny Dreadful, je trouvais l'ambiance, les couleurs incroyables sur des thèmes très, très classiques, sur les vampires, les Frankenstein. Et j'avais peur que ça soit casse-gueule, en fait, hein. Et ça marche très, très bien. Mais, ouais, je dirais ça. Après, j'en ai beaucoup, hein. Il y a une série aussi que j'ai adorée, où c'est du thriller romantique, qui s'appelle You. Je ne sais pas Ah si tu oui, connais. ah oui, c'est bien, j'aime bien. C'est très original, un Oui. thriller romantique. Mais alors là, vraiment génial. Mais ouais, on va dire Penny Dreadful, ouais, on va dire ça. Et si tu étais un endroit? Mars, Ah bah oui. bah oui. Et d'ailleurs, j'en parle dans Incursion, où les personnages achètent en fait l'immobilier a changé. On a des systèmes de portes temporelles où, par exemple, on achète son séjour avec vue, je ne sais pas, sur les Pyrénées. Et quand on traverse le séjour, qu'on va dans sa chambre, ça donne vue sur l'Alaska, par exemple. Et là, il y a un cas de figure où il peut être sur Mars, tu vois. Donc voilà. Mais oui, effectivement, Mars, ouais, ça serait. Croisons les doigts pour que Elon Musk y arrive avec SpaceX. Et de mon vivant, quoi, qu'on marcher sur Mars, ça serait waouh. Bon, je vais arrêter avec les portraits chinois. Ok. Est-ce que je sais pas, tu as un petit message pour la fin ou... Ben, là, comme ça, mon message, ça serait ben, surtout aux lecteurs, lectrices, aux chroniqueurs, à vous tous, aux éditeurs qui font que une petite idée comme ça qui gère dans un esprit, qui accouche difficilement sur le clavier, devienne un jour palpable par d'autres. Et moi, je trouve qu'on remercie pas assez tout le travail qu'il y a derrière, c'est-à-dire le travail éditorial, le travail des illustrateurs. Et puis, on est là aussi parce qu'on existe, parce qu'il y a des gens qui nous lisent, qui vont nous lire. Donc, je voudrais remercier tout ça, en fait. Et puis, les organisateurs de salons aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est notre seul moyen de nous faire connaître, sachant Mhm. que les libraires, maintenant, font plutôt, sont plutôt, on va dire, de connivence avec les grandes maisons d'édition, on va dire des choses comme ça. Ouais. Et donc, pour exister, pour une autre littérature, pour une autre manière d'aborder le fantastique, ben, il ne reste plus que les salons et de courageux petits éditeurs. Donc, voilà, je voulais dire un mot pour tout ça, toutes ces personnes-là. Et voilà, et que si on existe, si le livre existe, c'est pas parce qu'il y a un auteur, qui soit bon ou mauvais, c'est qu'il y a, il y a tout ça, il y a toute cette famille. Voilà. Je voudrais remercier cette famille. Voilà. Et des salons, tu en as de prévus, tiens? Ouais, ben, ça va commencer pour les Aventuriales fin septembre à Ménétrol, normalement. Alors, je ne serai pas sur un stand d'auteur, là, je serai sur le stand des éditions Luciférine. Et puis, évidemment, il y aura les Alinales. Hein, là, on va dire, c'est le salon très attendu dans le Nord. C'est peut-être, si ce n'est le plus gros salon du Nord, pour la sortie, du coup, des naissances fantômes. Et puis, il y en a d'autres, hein. Il va y avoir Valjoly Imaginaire, je crois, le Valjoly. Il y en a d'autres, je ne sais plus. Il y a Somain, il y en a quelques-uns encore, peut-être. Je ferai peut-être les marchés de Noël aussi. Et puis après, ça sera plutôt 2021, peut-être encore quelques Cultura aussi, parce qu'on a un partenariat avec eux. Et puis ça marche très bien, hein, les Cultura. À chaque fois, c'était vraiment une après-midi, je fais autant de ventes pratiquement qu'en un week-end de salon, hein. Ah ouais, c'est Donc, cool. ouais, donc c'est pas mal. Donc, oui, les choses se mettent en place et on croise les doigts pour que cette saloperie disparaisse. Et je Tout crois à que fait. toi, tu as été aussi un petit peu touché. Donc, on croise les doigts. Et puis, bon, si malheureusement les choses revenaient, bon, on se protège tous. Et puis, espérons que les salons ne ferment pas. Voilà, parce que ça mettrait vraiment, du coup, plus qu'en difficulté les petits hésiteurs qui ne vivent que et beaucoup de ces salons. Donc, voilà. Voilà pour terminer. Et puis voilà. Puis je
je remercie évidemment ma famille, mes proches, ma compagne, ma fille, enfin tous ces gens-là autour de moi qui me portent, qui font que je suis les pieds sur terre et qui font que je continue à avancer, voilà, tout simplement. Voilà. Ben, un grand merci à toi, Pierre. Ben, voilà, ben, je te dis merci, puis je pense que les salons vont revenir et on se reverra, ben, certainement aux Alignal, hein. Aux Aliénales, oui. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je connais la route en voiture jusqu'aux Aliénales maintenant. Tout à fait. On y sera. J'y serai pas toute seule normalement. Non. Et puis, bah, ce sera l'occasion pour les gens qui ne te connaissent pas, voilà, de venir découvrir des livres comme L'Enfant du cimetière. Voilà. Catacombville et puis les naissances fantômes. Le petit nouveau qui sera juste là aux Aliénales. Voilà, en Quelle espérant, chance! je croise les doigts que voilà, que ça soit aussi bien que les autres, voilà. Bah oui. Bah voilà, bah un grand merci encore et à Merci à très toi. très vite. À très bientôt. Merci. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir.